Le président avait souhaité être avec nous aujourd'hui, il avait souhaité pouvoir soutenir la Fondation, accompagner les travaux, y prendre part. Et il a malheureusement été obligé de répondre à d'autres obligations, mais il a bien sûr tenu à vous adresser un message, on l'écoute. Bonjour à tous, je voudrais tout d'abord commencer en remerciant Arnaud Salmon pour son accueil dans cette très belle ville de Dinard, pour cette Assemblée Générale de Brest Biodive. Un an de travail et je salue et remercie Carole Lebéchec pour son engagement, une présidente qui au quotidien fait tout pour développer cette structure qui est un fonds assez original, un partenariat public-privé sous forme de fondation appuyée sur la Fondation pour l'homme et la nature qui nous permet d'agir concrètement pour la biodiversité. Vous savez comme moi combien la biodiversité est en danger, combien on voit des effondrements généralisés se mettre en place sur la planète, combien nous avons besoin d'agir pour lutter contre le changement climatique et lutter contre cet effondrement de la biodiversité. Et pour cela, il faut agir partout, agir au niveau des Nations Unies, agir au niveau de l'Europe, agir dans nos communes au plus près des territoires. Et c'est ce que nous faisons avec cette fondation Brest Biodive. C'est un outil original, particulier. On le doit à beaucoup d'entreprises qui sont à nos côtés, qui participent au financement aux côtés de la région Bretagne, EDF, Engie, Arkea, La Poste, qui ont été là dès le début, rejointes par beaucoup d'autres. Tous, toutes, vous êtes indispensables, on a besoin de vous. Merci de vous engager dans ce partenariat public-privé. Merci pour votre engagement. Désolé de ne pas être avec vous aujourd'hui. Ça aurait été un vrai plaisir. Un empêchement de dernière minute à un autre endroit du département m'impose de vous laisser dans les mains de Carole Lebéchec. Mais je sais son engagement, elle a ma confiance. Et merci encore une fois pour tout ce que vous faites les uns les autres. C'est par les petites actions locales que nous réussirons ensemble à relever les défis qui sont devant nous. Bien, le président l'a dit, c'est vraiment d'avoir des projets concrets sur le terrain, rapidement, efficaces, sérieux, et on le verra tout à l'heure avec la composition en fait, de la fondation. On verra comment est-ce qu'on s'organise pour que ce soit aussi efficace. Donc c'est un nouvel outil, hein, c'est un fonds innovant. Jamais il y a très très peu de collectivités locales qui aient créé une fondation. Alors c'est pour ça, et on le verra après, qu'on l'a créé sous l'égide d'une autre fondation pour acquérir cette expérience. Mais voilà, l'idée c'est de trouver, moi je pense qu'il faut trouver tous les moyens pour se battre maintenant. Donc la fondation est un très bel outil. C'était l'action, c'était l'efficacité, vous l'avez dit, vous avez placé la fondation sous l'égide de la Fondation pour la nature et l'homme. Pourquoi cette fondation et quel était l'accompagnement que vous attendiez ? Bien, c'était pour nous assez naturel et vraiment extrêmement important. C'est que la Fondation pour la nature et l'homme a une expertise de 30 ans dans les domaines. Elle est très crédible, elle est très proche des citoyens. Et on l'a vu, Arnaud est parti, le maire de Dinard, mais il parlait de ce que les citoyens ressentent, de ce qu'ils disent. Et on voit bien qu'on a aussi tout un enjeu de sensibilisation. Et la Fondation a aussi une expertise en termes, justement, parce qu'on ne peut pas créer une fondation comme ça, c'est très rigoureux. Et on avait besoin aussi de cette expertise d'ingénierie, en fait. Et cette ingénierie, c'est donc votre fondation, Stéphanie, qui l'apporte. Quel intérêt vous avez vu, quel intérêt vous voyez aujourd'hui à la création d'une fondation comme Brest Biodive, qui va rassembler des acteurs très divers pour agir sur le territoire? En fait, pourquoi vous avez dit oui? Alors, on a dit oui parce que, Carole l'a dit, c'est un exercice assez inédit, puisqu'il y a très peu, je crois à ma connaissance, aucune fondation créée par des régions, on pourra y revenir, mais au-delà de cet exercice et du cas d'école qu'il constitue aujourd'hui et un cas d'école vertueux, nous on y a vu un intérêt triple. Le premier intérêt, c'est d'abord d'accompagner au plus près des territoires, comme le disait le président à l'instant, des projets en faveur de la restauration, de la préservation de la biodiversité. Ça c'est le plus important, c'est un outil dédié à ça. Le deuxième intérêt, c'est de faciliter l'engagement. Je crois qu'il y a beaucoup d'entreprises présentes dans la salle aujourd'hui, et cette fondation, c'est un outil formidable pour ça. Et on pourra encore une fois y revenir. Et puis, le président le disait tout à l'heure, le troisième intérêt que j'y vois, c'est ce partenariat public-privé. Et là, on est au cœur de quelque chose d'extrêmement vertueux. On parle beaucoup, et les entreprises en entendent beaucoup parler, de ce fameux agenda 2030, ces ODD, les objectifs du développement durable. Moi, il y a un ODD qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'ODD 17, qui parle de faire des choses ensemble, pour le dire simplement. Coopération. Exactement. Coopération publique-privée sur le sujet de la biodiversité, qui est un sujet éminemment complexe, systémique,
Quand on parle climat, on parle biodiversité, on l'oublie souvent. Il faut que tout le monde se mette autour de la table. Et cette fondation, c'est un outil parfait pour ça, en fait. Parfait parce qu'elle va pouvoir parler à toutes les parties prenantes du territoire, que ce soit les collectivités, que ce soit les entreprises. Elle va pouvoir accompagner, soutenir les actions de terrain, c'est très important. Et elle va pouvoir parler aux citoyens. Et ça, c'est aussi fondamental. Et essentiel même. Absolument. Et faire un travail de sensibilisation au plus près des acteurs du territoire. Et ça, c'est très important. Donc, objectif, finalité partagée. Mais quel est votre rôle? Quel est le rôle de FNH dans l'accompagnement, l'animation de la Fondation Brest Biodive? Alors, la FNH est un peu, si j'ose le mot Carole, un peu une grande sœur, en fait, pour la Fondation Brest Biodive. Elle a accompagné la réflexion de la région dans la structuration de ce projet de fondation. On a beaucoup échangé de longs mois. Ça a permis d'abord de nous connaître et puis ça a permis aussi d'affiner le rôle que pouvait jouer cette fondation auprès de toutes les parties prenantes du territoire. Aujourd'hui, la Fondation pour la Nature et l'Homme, elle assure la gestion financière, administrative, fiscale de cette fondation Brest Biodive pour que les choses se passent au mieux. Et ça, c'est très important. Et puis, elle l'accompagne par de l'échange d'expertise. Elle l'accompagne aussi en mettant autant qu'elle le peut en valeur les actions de la Fondation. Ça, c'est très important. Elle l'aide à grandir au quotidien. Et j'ajouterais que la Fondation pour la Nature et l'Homme est très attachée à l'ensemble des fondations qu'elle abrite. Et ce modèle de fondation abritée qui est très demandé aujourd'hui, notamment par les entreprises et j'espère demain par d'autres régions, il est très important, il est très vertueux parce que c'est comme un bras armé supplémentaire qui vient renforcer notre mission et qui vient nous permettre de l'élargir. Et encore une fois, chacune dans un domaine, chacune sur un territoire. Ici, on est en Bretagne, on est des fondations qui agissent ailleurs, sur d'autres missions, et c'est autant de bras en faveur, ici, de la préservation de la biodiversité, mais plus globalement de la transition écologique. Alors sur la biodiversité, justement en préparant cette rencontre, j'ai cherché quelques chiffres et je suis tombée sur des chiffres assez étonnants qui sont les chiffres de l'ONB, l'Observatoire national de la biodiversité, des chiffres récents de 2021 qui donnaient sur l'ensemble du territoire français un chiffre, 1/5 des espèces sont menacées en France aujourd'hui. Et alors on peut s'interroger, se demander si la situation en Bretagne est meilleure ou pire. Eh bien, elle n'est pas meilleure, c'est clair. En Bretagne, on a plus de 21% des espèces qui sont menacées et près de 9% qui sont quasi menacées. Ce qui fait, grosso modo, près d'un tiers de nos espèces en cumulé, près d'un tiers du vivant sur lequel plane une épée de Damoclès. On comprend l'importance d'agir, mais est-ce qu'une fondation, c'est le bon outil, c'est le bon levier? Est-ce que c'est avec une fondation qu'on va pouvoir faire avancer la préservation? Alors, ça ne peut pas être le seul outil ou le seul levier, bien évidemment, surtout face au sujet de la biodiversité qui est encore une fois éminemment complexe et très largement systémique. Pour autant, c'est un outil essentiel et très important parce qu'encore une fois, il peut agir auprès de différentes parties prenantes. Et quand cet outil est initié, comme c'est le cas ici par une région, ça rend son impact encore plus fort parce que quand on sait les compétences qui sont celles de la région, quand on parle développement économique, quand on parle structuration des transports, quand on parle éducation, avec les lycées par exemple, on peut se dire que la Fondation a capacité d'engager l'ensemble de ses parties prenantes, et je n'oublie pas en dernière instance le citoyen, et de les faire agir, quel que soit leur niveau d'impact, quels que soient leurs moyens d'engagement, les entreprises bien évidemment aussi, et ça c'est très important parce que le sujet est tel que c'est l'affaire de tous, quoi qu'on en dise, et chacun à son niveau, il faut vraiment qu'on s'y mette tous, et la région et la Fondation, qui est un bel outil pour ça, a capacité pour ça, donc ça c'est vraiment très important. Carole, mobilisation de tous, et notamment du monde économique, des acteurs. Quels sont les objectifs que vous donnez à la Fondation en la matière, en termes de mobilisation de ce monde économique pour la biodiversité? Alors d'abord, je voudrais dire que ce que je pense, c'est que le monde économique n'est pas un monde à part. Le monde économique, c'est nous. Nous sommes des salariés, nous achetons des produits. Voilà,
Nous sommes tous ensemble. Et nous sommes tous ensemble sur cette même terre voilà, sur laquelle nous sommes. Moi-même, par exemple, je vous dis juste ma formation initiale, c'est un magistère d'économie industrielle. Voilà. Et ça fait 20 ans que je me passionne pour la transition écologique parce que je me suis rendu compte que ces modes de production devaient évoluer. Donc je veux dire, on est tous en train d'évoluer en même temps, on n'a pas forcément le même rythme, et c'est essentiel qu'on soit tous ensemble. Je parlais des citoyens tout à l'heure, on en parlait, mais évidemment que les entreprises doivent être avec nous. Et les entreprises, c'est nous, je suis désolée. Alors, on a sa responsabilité d'acteur, mais voilà, c'est nous. Donc l'idée de la Fondation, c'est aussi par cette compétence que nous apportent, on le verra, les scientifiques, les associations environnementales qui sont avec nous, c'est aussi d'échanger. Et les acteurs nous le disent, nos cofondateurs, ils apprennent. Et puis, donc ça leur donne non seulement envie d'évoluer, mais aussi, enfin c'est une petite partie, parce qu'ils sont bien sûr influencés par plein d'autres choses. Mais voilà, c'est aussi cette action-là, de mettre à disposition l'expertise, les compétences, les connaissances pour changer, mais bien changer, bien faire évoluer les modèles. Parce que voilà, c'est ça aussi l'intérêt derrière. Je le disais pour les citoyens tout à l'heure, mais c'est pareil pour les entreprises. Et puis nous sommes tous en fait, nous devons tous collectivement agir. C'est ça l'objectif de la journée. Est-ce que vous en attendez, vous, échanger? Alors, c'est évidemment échanger, mais je vais vous dire, cette fondation, elle est très jeune. Vous voyez, elle a été créée en fin 2020. On a tous vécu des cataclysmes, et puis on ne sait pas aussi comment sera fait demain. Mais en tout cas, le message, c'est qu'on veut agir, et c'est un bel outil. C'est un outil sérieux. C'est un outil où on échange tous ensemble, mais aussi on agit. Vous allez le voir, les projets, c'est pas du vent. C'est des projets concrets sur les territoires qui allient les collectivités avec les associations, avec les citoyens. Et sur les territoires, il y a plein de projets qui sont mûrs comme ça. Il suffit de les aider. Et le message, vraiment, c'est faisons grandir ensemble la Fondation. Évidemment, les acteurs économiques ont toute leur part à prendre et on les attend. Et on les accueille avec grande joie. Stéphanie, vos attentes à vous? Je rejoins ce que vient de dire Carole. L'objectif de cette journée, c'est une belle visibilité de la Fondation. Et je profite de ce moment pour saluer l'engagement de Carole, des équipes, Sophie, autour de cette Fondation. Il y a une ambition incroyable, une volonté d'agir qui est très agréable à accompagner, parce qu'il y a quelque chose de très vertueux dans ce qui est fait ici. Et nous, on est très heureux, très honorés d'accompagner cette Fondation. Donc évidemment, ce qu'on attend de cette journée, c'est de la visibilité pour la biodiversité, pour ces enjeux, et puis pour cette Fondation, et puis donner envie de s'engager aux entreprises qui sont ici, à toutes les parties prenantes, envie de rejoindre l'ambition que partage la Fondation, et lui donner les moyens d'agir, parce que Carole le disait, les projets soutenus dans le cadre du premier appel à projet, on en reparlera, sont de beaux projets extrêmement solides qui vont faire bouger les choses. Donc plus il y en aura, mieux ça sera. Brièvement, vous le verrez, hein, on a ici la biodiversité aussi de la société. Nous avons donc des acteurs publics, des acteurs des collectivités publiques, vous allez les citer. Nous avons des acteurs des scientifiques et de la communauté scientifique et des associations environnementales. Nous avons nos cofondateurs, les acteurs économiques qui nous ont aidés, qui sont la locomotive, parce qu'ils étaient là au début. Et on a envie qu'ils soient beaucoup plus nombreux. Et puis, voilà, nous avons les associations environnementales. Voilà, donc on va les présenter tour à tour, mais ils sont tous là. Et puis, c'est aussi la biodiversité de cette salle. Voilà, donc c'est ce que disait aussi Gilles Boeuf. On est tous là. L'idée, c'était d'aller chercher cette biodiversité, donc l'ensemble du territoire, l'ensemble de la société, avec toute la diversité qu'elle représente. Ben oui, parce qu'il faut à la fois des moyens, mais il faut faire des projets qui soient efficaces, sérieux, crédibles. Gilles Boeuf le disait, la science, pas les opinions, la science. C'est pour ça que nous, on est très contents. On se base beaucoup sur l'expertise des scientifiques qui nous accompagnent. Florent va l'expliquer. Et puis, il faut des moyens, donc les acteurs. Donc voilà, c'est tout ça qu'essaye de faire monter Brest Biodive pour avoir vraiment une ampleur dans les projets, hein, vraiment concrètement. Et les collectivités sont essentielles pour essayer, pour dynamiser, pour organiser. Travailler en symbiose, on va garder le mot de Gilles Boeuf, avec une diversité qui est la vôtre, c'est peut-être pas
si simple. Alors, comment elle fait pour travailler cette fondation ? Quel est le système de gouvernance et d'action que vous avez mis en place ? Alors, en fait, j'insiste beaucoup sur le côté sérieux parce que je pense que c'est important. Parce que, voilà, on peut être, quand on fait des choses, on est souvent critiqué. Le côté sérieux, c'est. Il y a le collège des fondateurs et des cofondateurs et le collège des experts. Donc, l'ABB, hein, on va le voir, l'Agence bretonne de la biodiversité, qui fait un très très gros travail, qui est aussi une très très jeune structure. Hein. La FNE, la France Nature Environnement de Bretagne, qui regroupe beaucoup d'associations, dont Eau et Rivières de Bretagne, dont Bretagne Vivante, des experts naturalistes aussi. La LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, et puis la société civile. On a un représentant de la société civile dans la salle qui est là à tous nos comités d'orientation, parce que le comité d'orientation se réunit avec tous ces acteurs-là tous les 2 mois à peu près. Et puis en arrière, il y a aussi un comité technique qui reprend aussi les membres certains membres du comité d'orientation, mais aussi d'autres acteurs comme par exemple l'Office national des forêts, l'OFB, j'en oublie certainement et j'en suis Marie, mais parce qu'il va falloir aussi d'abord bien étudier ces cahiers des charges que l'on va poser. Hein. Le premier appel à projet, c'était forêt et biodiversité. C'était beaucoup de travail aussi parce que il faut déjà poser les règles, les conditions pour qu'on arrive à des choses qui soient intéressantes à la fois du point de vue de la biodiversité, mais du point de vue technique de l'ingénierie et aussi du point de vue de l'animation, de la sensibilisation des publics. Et puis, donc là, ça c'est le comité d'orientation, oui, pour les projets. Et puis après, tous ces projets repassent après devant tout le comité d'orientation et on les choisit ensemble. Donc c'est vraiment collégial. Et ça, c'est très important. Dans vos domaines respectifs, vous avez cette démarche orientée biodiversité. C'est ce qu'on va essayer de découvrir avec vous. Arnaud, est-ce que vous voulez prendre le micro le premier pour nous parler du repère? On va parler... alors, on va commencer. Vous avez pris le micro... Et je crois que je ne l'ai pas fait dans l'ordre, mais c'est pas grave. On va commencer comme ça. Le repère, qui est un pôle entrepreneurial. Vous avez rejoint la communauté. Oui, je suis désolée, c'est dans l'autre sens. Vous avez, il y a quelques années, c'était en 2005, rejoint Brocéliande Communauté, la communauté de communes. Aujourd'hui, vous y êtes responsable du service développement économique. C'est depuis janvier 2020. Et surtout, vous êtes en train de préparer l'ouverture dans 18 mois. Donc ça va prendre du temps, de ce qu'on appelle le repère. Alors, le repère biodiversité, il va falloir qu'on comprenne. Expliquez-nous d'abord ce qu'est ce projet, ce qu'est le repère. Bonjour à tous. Déjà, je vais rappeler que Brocéliande Communauté, c'est une toute petite collectivité. On est 18 000 habitants, donc c'est pour vous donner un peu l'ordre d'idée de l'ambition qu'on avait derrière ce projet. C'est un projet qui a coûté plus de 2 millions d'euros, donc pour une collectivité comme la nôtre, c'est vraiment un gros engagement. Et le lien avec la journée d'aujourd'hui, c'est que le repère, c'est avant tout un bâtiment d'entreprise. Un bâtiment qui ouvre la location aux entreprises. Là, vous voyez un peu... C'est pas une entreprise, la photo, c'est un blaireau. C'est un bâtiment qui fait 1400 mètres carrés. On a une partie tertiaire pour les entreprises, on va dire, dans les bureaux, un espace de coworking, et une partie plus pour les entreprises artisanales, activités artisanales de territoire. Et ce bâtiment, en fait, on l'a construit un peu de façon un peu exceptionnelle, on va dire. Je suis chargé de projet, donc c'est facile à dire, mais autour de 3 piliers. Un pilier entrepreneurial où on s'engage à accompagner les entreprises dans leur création et dans l'émergence de leur entreprise, en gardant toujours à l'esprit ce côté environnemental, de faire du lien entre les jeunes et les entreprises également, toujours avec cette idée de faire autrement. Un pilier artistique où on invite les artistes aussi à venir challenger les entreprises et à venir challenger ces thématiques de l'environnement. Donc là, aujourd'hui, avec un suivi de chantier avec une association, demain avec une fresque murale faite par WAR, donc qui a l'habitude un peu de ces thématiques. Et puis le troisième point, c'est le pilier environnemental qu'on a souhaité assez dense.
Alors, il y aura, ça me fait penser à ce que nous disait Gilles Boeuf sur la symbiose, réussir à rassembler des gens autour de valeurs. Puis il y a cette question de la construction donc, qui répond à des critères environnementaux. Pourquoi et quelles caractéristiques surtout? En quoi est-ce que c'est une réponse appropriée aux enjeux environnementaux? Aussi, pour rappeler un peu l'historique, parce qu'on parlait beaucoup de symbiose, de faire avec, le projet il est né d'une concertation très dense avec les entreprises. Il y a plus de 200 entreprises sur notre territoire qui ont été impliquées par des ateliers, par des entretiens visuels à cette construction. Et c'est aussi elles qui nous ont soufflé ce désir de nature. Après, on est brocélian, donc on a un nom aussi qui nous engage peut-être. Mais en tout cas, voilà un peu la direction. Et en matière de traduction dans les faits, on a un bâtiment qui sera labellisé Passive House, un bâtiment passif, qui produit de l'énergie avec des panneaux photovoltaïques. On est lauréat de l'appel à projet de la région et de l'ADEME Bâtiments Performants. On a à cœur de traiter la qualité de l'air intérieur et le confort thermique, parce que c'est de l'environnement de travail et c'est de l'environnement. On est également lauréat de l'appel à manifestation d'intérêt construire avec les écomatériaux, toujours de la région Bretagne et de la F2B, qui nous a engagés et qui nous a incité à travailler beaucoup avec les écomatériaux. Donc on a un bâtiment qui est quasiment tout en bois, qui s'est monté du coup en 2 jours. Enfin, j'exagère, ouais. Et non, très largement. Et puis des écomatériaux pour l'isolation, etc., des murs en terre. Donc on a vraiment poussé l'exigence très loin. Et puis une dernière exigence qui était portée vraiment par les élus de la collectivité sur la biodiversité. Oui, parce qu'on peut dire HQE, on ne dit pas forcément biodiversité. Non, c'est vrai. Et donc du coup, on a dit biodiversité, nous, grâce à la certification EFI Nature. L'idée, c'était vraiment de traiter tout le scope de ce qu'on peut appeler environnemental. Et on voulait vraiment aller sur tout ce scope-là. Alors, et justement, qu'est-ce que vous avez intégré? On a quelques photos, notamment ce blaireau de nuit en train d'explorer. Comment est-ce que vous avez abordé cette question de biodiversité? Alors, par la certification qui vraiment nous guide en fait, dans notre engagement, et par l'accompagnement d'un bureau d'études, enfin il faut le citer parce que c'est quand même aussi grâce à lui, Inoki Alice Primo. Et donc en fait l'engagement de la collectivité en faveur de la biodiversité, c'est de prendre cette dimension sur toutes les phases du projet, donc de la conception à la mise en œuvre sur le chantier et ensuite in situ dans la phase d'exploitation. Et pour prendre en compte cette dimension particulière de biodiversité, donc, il faut savoir que en fait, tout le projet a été orienté avec ce scope-là. Là, vous voyez la parcelle, comment elle est aménagée. En réalité, à la base, on n'avait pas du tout aménagé la parcelle de cette façon-là. Le bâtiment devait être beaucoup plus à l'ouest, mais il s'avère qu'il y a un roncier qui est très intéressant à l'ouest, donc on a souhaité le préserver. Et donc, en fait, en gardant ça à l'esprit, on a un projet où on met en place des actions de préservation, des actions de densification et des actions en fait, d'éviction. Donc l'idée c'est de préserver ce qui est bien sur la parcelle originelle. Donc là je parlais du roncier à l'ouest, de toutes les bocagères, la prairie qui était en place, on va la conserver également et on la transforme en bassin de rétention des eaux pluviales. Dans le roncier, on a effectivement notre ami le blaireau qui va devenir un peu notre animal totem. Donc vous avez conservé la tanière, on a conservé la tanière. On a une bonne nouvelle, visiblement ça se passe bien puisqu'il y a des petits dans la tanière. Donc voilà, la famille s'agrandit, donc on est hyper ravis de ça. Et puis on va, je disais préserver, on va densifier. Donc là j'entendais tout à l'heure la plantation des arbres, on va planter 700 arbres et arbustes sur cette parcelle. Ce qui est énorme, un verger, donc pour avoir un espace nourricier. On va mettre en place évidemment des nichoirs sur le bâtiment, des hôtels à insectes. On a vraiment un scope où on veut vraiment améliorer la situation. Et notre credo, notre leitmotiv, c'est de rendre la parcelle qui était assez pauvre en matière de biodiversité avant notre intervention, plus riche après qu'avant. Donc j'entendais tout à l'heure, c'est vraiment ça l'objectif, c'est d'aller sur le mieux, quoi. Florent soulignait ce point, on ne fait pas que de la préservation, on peut aussi reconstruire et reconquérir effectivement la biodiversité. Donc beaucoup de choses, beaucoup d'éléments concrets aujourd'hui que vous partagez. Et finalement, quel est l'intérêt pour la collectivité, pour vous? Pourquoi faire ça?
Je sais pas. Non, Brocéliande Communauté, en fait, c'est une communauté, comme je le disais, qui a une marque, en fait. Brocéliande, c'est avant tout la forêt de Pimpon, la forêt de Brocéliande. Et ses habitants, ses acteurs ont ça vraiment chevillé au corps. Et les élus aussi, du coup, clairement. Et donc, ils s'engagent déjà depuis de nombreuses années sur la préservation de la biodiversité par le biais, par exemple, d'une action qui s'appelle Agir pour la biodiversité en Brocéliande. Et cette action-là, en fait, s'inscrit dans ce portage politique. Et puis, on a un deuxième gros avantage pour moi, développeur économique et futur animateur du lieu, c'est qu'on s'adresse à notre cible, qui sont les entreprises, et on leur dit, ici, les transitions, elles sont mises à l'œuvre, elles sont en cours. Ici, on peut faire de l'économie autrement. Et on s'adresse à notre cible du bâtiment en leur disant, si vous avez des idées de transition, si vous cherchez un lieu pour exercer dans vos valeurs, en fait, il y en a un seul, et c'est le repère by Brocéliande, simplement. Donc derrière de l'attractivité. Exactement. Exactement. Et du rayonnement. Attractivité, rayonnement, territoires qui agissent pour la biodiversité avec leurs acteurs, leurs citoyens. Un exemple qui illustre bien comment les collectivités peuvent avancer. Les entreprises aussi avancent sur ces questions-là pour la protection de la biodiversité. Et on le sait, on en a parlé en début de matinée, protéger la biodiversité, c'est avant tout protéger les milieux. On ne pourra pas protéger la biodiversité si on ne protège pas les milieux. Alan Le Bronnec, ça va dans le sens de ce que vous faites, si vous voulez vous aussi prendre le micro. Alors bonjour et merci pour l'introduction. Alors, moi j'aime pas le mot qui protège l'environnement. On va parler de limiter notre impact, parce qu'en fait on a toujours un corps extérieur qui va pénétrer un organisme, un milieu, une biodiversité, donc la marine en l'occurrence quand on va se baigner par exemple. Et ne pas avoir d'impact est impossible, parce que même si on ne met pas de produits solaires, dans tous les cas, il y a nous qui sommes dans l'océan, et on a un impact sur les océans. Donc le but, c'est vraiment de limiter notre impact avec des produits qui sont au maximum naturels. Donc en fait, dans les produits solaires, il y a des filtres pour protéger les UV. Il existe deux types de filtres, les filtres chimiques et les filtres naturels. Donc les filtres chimiques qui sont créés chimiquement, donc issus de la pétrochimie, et se déversent au fond des océans. Et donc nous, on est parti de l'autre bord sur les filtres qui sont naturels. Donc on va retrouver... Minéraux. C'est ça. Donc c'est l'oxyde de zinc et le dioxyde de titane. C'est de la poudre de pierre en fait, qui va venir se déposer sur la peau et qui ne va pas pénétrer l'organisme. Donc déjà, c'est mieux pour notre santé et c'est également mieux pour la biodiversité marine. En quoi c'est mieux pour la biodiversité? Alors, tout simplement parce que c'est naturel en fait, ça vient de la nature. C'est vraiment de la poudre de pierre. Donc après, bien sûr, il y a toujours il faut toujours prendre en considération en fait la quantité qu'on va mettre dans l'océan. Bien sûr, chaque année, il y a 25 000 tonnes de crème solaire qui se retrouvent dans les océans. Et forcément, même si c'est naturel, ça aura un impact. Et donc nous, on voulait aller vraiment plus loin. En fait, notre mission, c'est vraiment de redonner vie aux océans. Et on ne peut pas le faire qu'en mettant des produits solaires naturels. Et donc c'est pour ça qu'on a également un engagement où on reverse au minimum 1% de notre chiffre d'affaires à des associations qui œuvrent, eux, pour la restauration des écosystèmes marins. Donc aujourd'hui, on soutient 3 associations. Je vais commencer par Phoenix Expédition, donc, qui est une association française qui est partie en voilier de Brest pour aller jusque dans les Caraïbes. Et aujourd'hui, ils sont en Californie. Et en fait, ils vont mettre au grand jour en fait, tout ce qui se passe dans ces milieux-là pour repeupler les océans, notamment avec beaucoup de forêts de mangroves qui sont en train de replanter. Donc on parle souvent des coraux. Les coraux, c'est joli, ça fait penser à la barrière de corail, mais pas que en fait. Il y a aussi les algues et toute la biodiversité qui est super importante. Et c'est grâce à ces actions qu'on arrivera aussi à repeupler les océans. Même si le mot est grand, on va essayer de le faire. Alors, il y a cette association, il y en a 3, l'autre, il y a Bluetopia. Bluetopia, ouais, c'est un média positif à impact. Donc on entend souvent l'environnement, c'est fini, il n'y a plus aucune chance, c'est déjà la fin, mais pas que. Il y a des actions à faire tous les jours. Et donc Bluetopia, en effet, ouais, c'est un média qui va nous montrer vraiment les solutions qui existent au quotidien pour agir et pour préserver un maximum donc, l'environnement au sens général, même s'ils ont un aspect qui est
assez axé sur l'océan également. Ce qu'on appelle un média orienté solution et dans le domaine de l'environnement. La troisième association? Alors c'est Respect Océan. C'est plutôt un collectif, ouais, voilà, c'est ça, qui regroupe des entreprises justement qui œuvrent pour la préservation des océans. Et donc on est tous ensemble, on est avec beaucoup de confrères du solaire également, du solaire bio. Donc nous on se bat un peu contre les géants en fait du marché. C'est un peu, on aime bien prendre David contre Goliath. Voilà, nous on se bat contre les grands et en fait on est, même si bon on est vraiment concurrents sur le marché, mais au final on est vraiment tous ensemble contre les géants et pour l'environnement. Quand vous dites solaire bio, effectivement, c'est l'autre acceptation du solaire. Alors, vous avez donc cette action à la fois sur le produit qui est celui que vous commercialisez, de soutien des associations. Vous êtes en fait deux jeunes entrepreneurs bretons qui avaient monté votre start-up. Moi, j'aimerais que vous nous racontiez comment c'est venu cette idée. Parce que c'est pas une évidence tout de suite de se dire... j'ai une idée qui va avoir un impact sur l'océan, puis nous dire aussi pourquoi c'est important pour vous l'océan. Bien sûr. Donc en fait, nous on a créé Kerby à la suite d'un projet en école. En fait, on était à un salon de la mer XXL à Nantes, donc un salon voilà, sur l'océan. Il y avait un corner sur l'impact des produits solaires. Donc nous on n'était pas du tout au courant. Donc moi j'habite à Vannes depuis petit, là on était en études à Nantes et donc moi j'ai fait beaucoup de planches à voile étant jeune. J'ai fait une transatlantique à l'âge de 2 ans également, bon je ne m'en souviens plus trop mais c'était pas mal. Ça devait, peut-être. Et donc il y avait un corner sur l'impact des produits solaires sur les océans. Et donc moi j'étais pas du tout au courant et donc avec Lucille non plus, donc Lucille qui est la cofondatrice de Kerby. Et en rentrant à la maison, on a regardé un peu les solutions qui existaient sur le marché. Donc en effet, il y avait des solutions, mais pour nous qui n'allaient pas assez loin, puisqu'on retrouvait souvent des packaging en plastique. Voilà, il y avait également des textures qui n'étaient pas forcément agréables. Et nous, en fait, on voulait donner l'opportunité aux gens de pouvoir se protéger avec des solaires bio qui soient agréables et avec des packaging qui soient le plus éco-responsables possible. Donc nous, on s'est lancé l'année dernière avec 2 produits. On avait une crème solaire et un stick solaire avec un packaging 100% en carton. Donc c'était une nouveauté en France alors qu'on venait juste d'arriver sur le marché, comme quoi il y avait des solutions qui existaient mais qui n'étaient pas mises en œuvre en fait. Donc c'est vraiment ce qu'on a voulu faire, ça a été très bien perçu. Et donc là c'est la 2e année qu'on est sur le marché et il y a du sens quand même. On se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui n'étaient pas au courant de l'impact des produits solaires. Il y en a beaucoup qui nous remercient également voilà, de l'engagement qu'on peut porter vis-à-vis de l'océan mais également de l'éducation. Parce que je pense que l'éducation est quelque chose de très important aujourd'hui et qui est négligé de partout. En fait, je pense que dès le CP, on devrait être averti sur les conséquences aujourd'hui climatiques à tous les niveaux en fait. Et biodiversité. Biodiversité bien sûr, mais en fait vraiment à tous les niveaux. Et moi, de mon point de vue, on devrait tous les jours avoir des cours de biodiversité, d'environnement. Et pas que, parce qu'on n'est pas tous en cours, donc il faudrait effectivement les messages et ce que vous faites avec Bluetopia est important. Les perspectives aujourd'hui, donc vous avez cet intérêt donc pour les milieux marins, pas que, dans les rivières aussi, et dans les piscines naturelles, c'est un enjeu de ne pas être tartiné de produits qui peuvent avoir un impact sur la faune et la flore. Comment est-ce que vous voyez les perspectives de votre start-up? J'utilise le mot. Comment ça se présente? Alors, ça se présente en développant toujours des produits avec un intérêt pour la biodiversité, pour l'environnement, pour aller plus loin dans cette démarche. C'est également rassembler un maximum de personnes avec nous dans notre démarche. Si on convertit une personne à adopter une réflexion comme la nôtre, c'est gagné en fait. Même si à la fin la personne n'achète pas forcément de produit, nous on a vraiment une perception où on doit éduquer les populations à changer de comportement. Alors, on va être concret. Éduquer comment? Parce que vous allez dans les écoles, vous faites quoi? Via la communication, en fait, via prendre de l'ampleur sur notre projet, à faire prendre conscience aux personnes en fait, de l'impact qu'on peut avoir sur l'environnement, sur la biodiversité, et vraiment à tous les niveaux. Et ça passe par développer son entreprise un maximum pour faire prendre conscience à un maximum de personnes.
Donc on avait invité Bluetopia il n'y a pas très longtemps à la maison et justement il nous disait que au final gagner de l'argent ça peut être bien si c'est pour la bonne cause, parce que eux par exemple ils ont besoin de beaucoup d'argent pour pouvoir après promouvoir leurs médias et pour pouvoir le diffuser un maximum au niveau national. Et en fait c'est vrai que sans financement on ne peut pas communiquer et on ne peut pas faire apprendre et faire prendre conscience aux autres des enjeux qui sont présents aujourd'hui. Un propos, Alan, très aligné sur ce qu'on se dit depuis ce matin. Pour agir, il faut une mobilisation de tous et des moyens. Vous êtes basé, Kirby est basé où? Alors Kirby est basé à Arradon, dans le 56, et donc Kirby qui est le diminutif d'une petite plage dans le golfe du Morbihan. La Fontaine du Halat fait figure de précurseur en matière d'approche environnementale du tourisme. Vous êtes installé à Plougoumélin, vous êtes au sein du PNR du golfe du Morbihan. Et vous êtes une structure, alors on dit aujourd'hui structure hôtelière de plein air, c'est bien comme ça qu'il faut dire? Je revendique toujours... camping, j'ai le droit de dire. D'accord, alors je vais dire camping. Et vous, familiale, structure familiale, vous avez été la première à être certifiée Green Globe, c'était en 2012, donc ça fait déjà un petit moment. C'est ça, ça va faire 10 ans aujourd'hui, et l'audit Green Globe, c'est la semaine prochaine, pendant 2 jours. D'accord. C'est 400 critères. Donc, ça va? Je suis tout à fait serein. Serein. En plus que je vise la certification Platinum, c'est le summum de ce qu'on peut avoir à Green Globe. Combien de critères vous avez dit? 400. 400, d'accord. La semaine balaye prochaine. En partie la biodiversité. C'est le social, le sociétal, c'est les 3 piliers du développement durable. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes allé vers cette approche donc environnementale au sens large dans ce que vous mettez en place sur le camping? C'était quoi la motivation? Alors déjà, je suis fier et heureux d'être là. J'ai entendu des mots qui me font chaud au cœur. Partage, biodiversité, et ce qu'a dit Gilles Boeuf tout à l'heure, que l'humain faisait partie de la biodiversité. Parce que j'ai eu l'occasion d'assister à des colloques ou des conférences où on parlait de la biodiversité. Et malheureusement, on oubliait l'humain, qui est un être vivant comme la souris, comme le mulot, comme le papillon. Voilà. Donc pourquoi je suis effectivement... j'ai la barbe blanche, je suis né au millénaire précédent. J'ai vu des choses, j'ai vu les paysages évoluer. En Bretagne, on a vu certaines communes qui ont subi des remembrements. Que les talus, noix, bocagères, tout tombait pour faire des grands champs pour passer avec les machines. J'ai eu la chance donc, de recevoir ces terres de mes parents qui avaient subi ce sort et des talus avaient disparu. Et je me suis dit, je peux faire quelque chose là et aider la biodiversité. Alors effectivement, donc, vous avez les photos derrière. La première, sur ma droite, c'est le pré. Je suis parti d'une page blanche que je dis page verte. 3 hectares qui est entouré de chênes têtards qu'on trouve beaucoup chez nous, qui abritent une richesse de biodiversité, que ce soit des insectes, que ce soit des oiseaux, que ce soit des animaux à 4 pattes, il y en a pour tous les goûts. Et je me suis dit, de ce lieu, je veux refaire quelque chose où je me sentirais bien avec tout le monde. Et où ça vit. Oui, je savais. Et où ça vit. Et quand on me pose la question, combien d'équivalents temps plein dans votre entreprise? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai des oiseaux, j'ai des hérissons, j'ai des chouettes, j'ai un tas de gens, j'ai des arbres, et tout le monde travaille avec moi. On est tous ensemble. Et c'est tout simplement de là que je suis parti, parce que quand j'étais gamin, je me baladais dans les champs avec mon chien, j'écoutais les oiseaux, je regardais les insectes, et voilà. C'est seulement une continuité que je veux et que je souhaite partager avec tout le monde. Claude, on comprend bien. D'abord, c'est la motivation, l'envie d'aide et l'attention que vous avez au vivant qui vous motive. Mais, excusez-moi de mettre un peu les pieds dans le plat, vous avez une activité économique. Et aujourd'hui, ce qu'est le camping du Halat, de la Fontaine du Halat, pardon, c'est aussi un lieu qui plaît, qui attire, parce qu'il y a ces caractéristiques particulières
donc on retrouve le vivant tout autour de soi. C'est ça, ce que je dis bien souvent. Il y en a qui me font le reproche de ne pas avoir un site internet commercial. J'en suis très heureux. Je partage ce que l'on fait, tout simplement. Économiquement, effectivement, ça fonctionne très bien. Je peux vous l'assurer. Bien que à l'origine du projet, des conseillers de la CCI m'avaient dit qu'un camping ne fonctionnera jamais. Je suis heureux d'avoir relevé ce challenge et je peux vous dire que de plus en plus, les gens qui viennent chez nous, ils sont plus nombreux et on partage des choses merveilleuses pour notre planète. Vous avez été labellisé Clé Verte, écolabel européen 1. Comment est-ce que vous imaginez le développement de ce type de tourisme? Qu'est-ce qui peut être fait pour ce secteur économique, qui est un secteur important en Bretagne, qui est aussi un secteur qui a un impact sur le vivant assez fort, assez souvent. Donc comment vous imaginez ce développement? Alors, déjà, il ne faut pas tout ramener au financier systématiquement, parce que quand on me pose la question sur tel ou tel label, je peux vous dire, j'ai rien à cacher, sur tous les labels, je cumule à peu près 5 000 € de dépenses par an. Ce sont des outils qui permettent de continuer à avancer. L'éco-label, je crois qu'on est à 95% des critères validés. Green Globe, on est à 93%, mais il reste toujours des petits bouts encore pour permettre d'avancer. Et c'est ça qui me motive. Quand une limite est atteinte, le plus grand plaisir, c'est de pouvoir la franchir. Et quand je dis aux collègues, c'est vraiment pas compliqué. Aujourd'hui, le malheur, c'est qu'on est obligé de payer pour dire, pour rendre visible qu'on fait les choses dans le bon sens, pour les labels. Planter un arbre, planter une fleur, préserver un espace en tonte tardive, planter un fruitier, ça ne coûte rien, c'est seulement du bon sens. Et de le partager, justement, quand on parle partage, j'ai la chance dans le village d'avoir 5 assistantes maternelles. Elles viennent promener, je laisse ouvert toute l'année un espace pour qu'elles viennent promener les enfants. Là, en ce moment, ils cueillent les framboises, puisque entre tous les emplacements, il y a des framboisiers. Mais tout à l'heure, Alain et Arnaud nous disaient l'importance d'être accompagné techniquement. Il y a la question scientifique aussi qui est importante. Mais ce qu'on entend dans votre témoignage, Claude, c'est qu'on peut aussi faire les choses très simplement avec du bon sens et de l'envie de retrouver de la nature, tout simplement. Oui, c'est ça, c'est ce que je réponds toujours. Des confrères qui me disent oui, par exemple, si on parle des déchets, oui, toi, tu as le temps de compter tes volumes de poubelle. Oui, tu as le temps de mesurer ta consommation d'eau. J'ai pas plus le temps qu'un autre, c'est seulement que j'ai envie de le faire. Parce qu'une consommation d'eau, elle a aussi son impact sur notre biodiversité. Je dirais, si, entre guillemets, on met des cochonneries dans la douche, ça va avoir un impact sur le petit ruisseau qui part à côté de chez moi. D'où la crème solaire. Bien entendu. Et c'est ça, je prends des exemples pour éclairer ce que je dis parfois sur le camping. Hein. Si vous mettez du Viacal dans la douche pour enlever le calcaire, dommage, mais vous mangez du poisson que vous venez d'empoisonner. Oui, donc une attention de tous les instants. Je retiens effectivement de votre témoignage le fait qu'il y a aussi des choses très simples et des évolutions qui peuvent se faire de façon naturelle, on va dire. Oui, je vous en prie. C'est ça, de façon naturelle. Et je travaille avec mon environnement local aussi, c'est-à-dire que je travaille avec la mairie, je travaille avec des associations, j'ai présidé, membre d'un tourisme responsable, et ça c'est aussi très intéressant. Parce qu'on va partager avec des confrères des solutions. L'un va avoir fait telle chose, l'autre aura fait telle chose, moi j'aurais fait telle chose. Ensemble, on partage, on avance. C'est comme le loup quand il s'attaque à un buffle. En meute. En meute. Et j'y crois à ça. Et ne pas ignorer non plus la sphère publique. Là, je suis en train de travailler avec la mairie, je travaille avec les écoles. On a signé des conventions avec des écoles. Parce que j'ai encore des projets, et là on va construire un bâtiment. Il va y avoir une salle de 100 mètres carrés, donc c'est un peu plus petit qu'ici.
qui, je souhaite, elle devienne la salle des transitions. On pourra parler des transitions biodiversité, des transitions alimentaires, des transitions énergétiques, de tout ce qui peut faire qu'on aille dans le bon sens, tous ensemble. J'aimerais vous partager mon optimisme. Il y a une dégradation avérée de la biodiversité. On est tous au courant. En revanche, moi je suis très heureux de voir à quel point il y a une diversité d'acteurs et on est les témoins de cette diversité d'acteurs qui se lèvent et qui réagissent. L'humain est incroyable pour ça. Et c'est important de le souligner parce que très souvent, on fait la liste des problèmes et en fait, nous sommes la liste des solutions. Il faut savoir se le dire. Et des solutions techniques, et on y vient, ce sont celles que vous développez. Derven est effectivement une communauté d'entreprise. Derven avec 2 N, en breton ça veut dire chaîne, ça dépend des territoires, parfois ça veut dire chaînet, qui regroupe 45 collaborateurs sur le territoire breton. On est basé au nord de Rennes. On a plusieurs métiers. On a un bureau d'études, on a effectivement une entreprise de travaux, on fait le découpé pâturage. Alors on a des domaines d'activité assez variés en réalité. On est capable d'intervenir sur la gestion des espaces naturels pour accompagner les propriétaires ou les gestionnaires de foncier dans la gestion de leur milieu. On fait de l'accompagnement sur les infrastructures et les territoires, les grosses infrastructures, sur la gestion de la végétation qui allie aussi les usages des infrastructures, la sécurité des infrastructures. On fait de la mise en œuvre des mesures éviter, réduire et compenser, on en parlera tout à l'heure. Du bois aussi. Comme votre nom l'indique, le bois aussi, et le bois comme ressource. Oui, exactement. On fait beaucoup de dossiers réglementaires, d'études écologues dans le cadre de projets d'aménagement. On fait de l'éco-paysage, où on veut allier l'esthétisme et la biodiversité. Voilà, on est assez riche sur le territoire, on intervient sur pas mal de sujets qui va de l'ouvrier du génie écologique à l'écologue ingénieur du vivant. Et tout ce petit monde travaille ensemble pour trouver des solutions sur les territoires pour allier les deux. Alors, justement, les solutions, est-ce qu'elles existent? C'est souvent une question que peuvent se poser les territoires, les entreprises. Quand on parle d'aménagement, quand on parle d'infrastructure, est-ce que c'est possible de construire, de faire, d'aménager sans perturber les milieux et sans perturber et détruire, je mets des guillemets, mais je vous pose quand même la question, détruire la biodiversité, le vivant? La réponse est non. Ok, on arrête? Non, pas du tout. La réponse est non. Il faut être conscient que le territoire, c'est pas expansif, c'est-à-dire que vous avez de la terre agricole, vous avez du terrain urbain, vous avez des espaces naturels, et à chaque fois qu'on fait des aménagements, on impacte un de ces espaces. Donc le sujet aujourd'hui, c'est comment on fait pour réduire. Mais moi j'aime beaucoup ce que dit Gilles. Il dit en fait on doit apprendre à vivre de façon sobre. Et c'est un peu la course aux échalotes que d'aller construire des aménagements coûte que coûte, à n'importe quel prix. La biodiversité fait partie de la facture, et en fait il faut en être conscient. Mais oui, chaque aménagement est un impact sur un de ses petits copains. La biodiversité en fait partie, mais c'est aussi les terres agricoles dont on a absolument besoin. Mais on a besoin aussi de vivre, et donc d'avoir des aménagements et des infrastructures. Il faut trouver un juste équilibre. Alors en France, on a quand même cette chance d'être accompagné par le légal, qui vote des lois de façon très sérieuse et qui permettent d'accompagner tous les acteurs de l'aménagement sur ces questions de biodiversité. Et puis, vous avez à l'intérieur de ces projets d'aménagement des gens responsables qui se disent de façon vertueuse « Oh, je ne suis pas dans le cadre réglementaire, mais je veux quand même agir en faveur de l'environnement. » Et dans la méthode, éviter, réduire, compenser, cette séquence-là, ça peut être un guide, une manière de réfléchir ou de concevoir les projets? Oui, complètement. On parlait de la loi biodiversité de 2016 qui a quand même eu un impact considérable sur tous ces sujets. D'abord, on doit éviter, quand on a un projet d'aménagement, éviter un maximum
de détruire la nature. Il y a des thématiques qui sont très posées, et c'est assez bien fait, sur les thématiques de l'eau, du bois, des espèces et des espaces protégés. Réduire cette destruction, et c'est possible. Et puis enfin, compenser. On parlait d'artificialisation, de réduction nette, ce sont des choses qui sont inscrites dans la loi. Ça doit évidemment nous faire réfléchir, mais c'est surtout que c'est très structuré et ça permet d'orienter vraiment les projets d'aménagement. Aujourd'hui, vous êtes entreprise à mission et ça fait partie de la démarche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Alors, on est très fiers. La loi Pacte, qui a été votée en 2019, en mai 2019, a permis aux entreprises Pacte, ces plans d'action pour la transformation, la performance de la transformation des entreprises, permet aux entreprises, et nous sommes tous concernés, de pouvoir inscrire dans leur statut une raison d'être. On s'est réunis à plusieurs reprises chez Derven, on a beaucoup réfléchi, on a beaucoup débattu, et en final on a décidé d'avoir comme raison d'être quelque chose qui existait depuis 20 ans, qui était de rendre compatibles les activités humaines et la préservation de la biodiversité. Et on a inscrit ça dans nos statuts, on ne s'est pas arrêté là, on est devenu une entreprise à mission, et donc on a inscrit dans nos objectifs statutaires 2 objectifs assez précis, préserver, protéger, valoriser la biodiversité, et puis placer l'humain au centre de nos organisations comme étant un individu responsable, unique, sociable, solidaire et responsable, je l'ai dit. Et en fait, c'est ces 2 piliers qui fait que l'entreprise avance, et elle avance en faveur des projets et de la biodiversité, mais c'est super important parce que l'un ne va pas sans l'autre. Voilà, alors c'est assez ambitieux en réalité parce qu'on veut allier performance économique et puis participer activement à l'intérêt commun, au bien commun. Voilà. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon, témoignage de ce qui fait avancer la prise en compte de la biodiversité. C'est inspirant, oui, mais comment on s'empare de ce que vous faites, de la manière dont vous travaillez les uns et les autres sur le terrain? Est-ce que vous avez peut-être un regard sur ce qui aujourd'hui pourrait freiner à la fois les collectivités, les territoires, les entreprises à agir plus dans le sens de la préservation? Qu'est-ce qui freine à votre avis? Alors, je pose la question à des gens qui ont levé ces freins, mais vous les identifiez tout de même. Qu'est-ce qui peut freiner une action? Je vous en prie. La méconnaissance. La méconnaissance, c'est-à-dire qu'en fait, on est autour de la table ici avec des sachants. Moi, ce que je perçois, c'est qu'il y a encore aujourd'hui une poignée de sachants qui gardent pour eux ce trésor. En réalité, ça concerne le plus grand nombre et il faut aller chercher toutes les personnes qui ne sont pas sensibilisées à ces sujets-là. Alors ce sont des mots magiques, hein, environnement, biodiversité, etc. Mais en réalité, vous avez une grosse partie de la population qui ne se sent pas concernée. Et c'est à nous d'aller les chercher et de ne pas rester du entre-soi, de bien-pensants, isopérimètre. C'est une erreur. Le sujet, c'est d'aller chercher des personnes qui ne se sentent pas concernées, et il y en a beaucoup. Et à partir du moment où on fera cette démarche-là de façon collective et individuelle, les sociétés sont bien sûr concernées, les associations sont bien sûr concernées, tout le monde est concerné, les politiques sont bien sûr concernées. Et là, on gagnera, et on gagnera ensemble. On a tendance à dire chez Derven qu'on est tous concernés et il n'y a personne qui n'est pas dans le bateau. Et ça, c'est important de se le dire et de se le redire, et de façon positive. Encore une fois, positivons ces sujets-là parce que ce sont des sujets d'avenir. Mais oui, allons chercher des gens qui sont aux antipodes de ces questions d'environnement. Et il y en a beaucoup. Et on est bâti pour agir. Et c'est ça qui est merveilleux. Et c'est un frein aujourd'hui de ne pas avoir un spectre suffisamment large. Qu'elle continue, qu'elle fasse école. On l'a dit tout à l'heure, c'est une expérience assez inédite, cette fondation. Et on espère que demain, d'autres régions pourront créer. On sait qu'il y a des régions qui sont intéressées déjà par ce mécanisme, et c'est un formidable outil, une fondation pour agir. Qu'elle le fasse dans le cadre de l'intérêt général. Carole l'a dit, l'a martelé, c'est extrêmement important. Il faut qu'on agisse tous ensemble au service de l'intérêt général.